3 milliards d'euros. Il s'agit du montant faramineux qu'ont investi Renault et son partenaire Envision depuis 2021 dans un projet pharaonique, la construction dans la région de Douai d'une usine de fabrication de batteries destinée aux véhicules électriques. Septembre 2024. Coup de tonnerre. Alors même que l'usine n'est pas achevée et donc même pas inaugurée, sa pertinence, son utilité et donc son avenir sont déjà remis en question. Vous allez maintenant voir pourquoi. 75%. Selon les chiffres officiels partagés par le Sénat français, il s'agissait mi-2023 du pourcentage de la chaîne de valeur de batteries destinées aux véhicules électriques qui revenait directement à la Chine. Dans le but de lutter contre l'hégémonie orientale, l'Europe des constructeurs automobiles avait décidé, il y a quelques années, de se fédérer pour créer un consortium dédié à cette problématique. Cette organisation, dénommée European Battery Alliance, avait deux missions. La première, financer la recherche et le développement concernant les prochaines générations d'accumulateurs. La seconde, permettre de sécuriser l'approvisionnement en matières premières nécessaires pour la fabrication des batteries sur le sol européen. Au premier poste de ce projet, la France. Depuis maintenant plusieurs années, se sont succédés les démarches et coups d'éclat médiatiques de politiques en mal d'existence et de lumière à ce sujet. Leur promesse, la création d'une sorte de Silicon Valley de la voiture électrique localisée dans la région des Hauts-de-France. Première pierre à cet édifice, la création d'un consortium européen dénommé Automotive Cells Company. Participants, le groupe Stellantis, Total Energy et Mercedes-Benz. Parmi les projets évoqués, la construction de 3 sites de fabrication, dont l'un devait s'implanter à Douvrin. Ou plutôt s'est implanté. 30 mai 2023. Une usine flambant neuve ACC était inaugurée en grande pompe à Douvrin. Objectif partagé avec les 700 invités, la fabrication de pas moins de 800 000 batteries par an à partir de 2025 et la création de 2000 emplois à l'horizon 2030. Sauf que ces belles promesses d'hier semblent aujourd'hui avoir du plomb dans l'aile. Tout d'abord, sur le projet d'érection à travers l'Europe de 3 usines ou gigafactories prévues par le consortium ACC, 2 sont aujourd'hui stoppées. Reste donc le site de Douvrin. Aujourd'hui en service, les nouvelles y sont pourtant à peine moins mauvaises. Car sur les 4 gigantesques bâtiments prévus à l'origine, en septembre 2024, un seul était en service. Un désastre n'arrivant jamais seul, il semblerait que l'entreprise ne sache pas ou ne puisse pas produire des batteries qui fonctionnent. On apprenait en effet il y a quelques jours au micro d'RTL que le taux de rebut dans l'usine atteignait actuellement 50%. Pour se rendre compte à quel point ce chiffre est catastrophique, il faut comprendre comment fonctionne l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles, comme toute entreprise industrielle, ont à faire face à des coûts fixes difficilement compressibles. Parmi ceux-ci, citons la construction des usines, la création de lignes de fabrication, le paiement des salaires du personnel non productif ou encore les coûts de développement des nouveaux produits. Ils ont également à faire face à des charges variables correspondant entre autres à la fabrication ou l'achat à des sous-traitants des pièces et sous-systèmes qui composent le véhicule. Exemple, les packs batteries dans le cas des voitures électriques. Pour que l'entreprise soit rentable, il est nécessaire que ses coûts soient amortis sur la vente des véhicules. Pour ce faire, le constructeur a essentiellement 2 choix. Soit vendre des produits à forte marge à des volumes réduits, voire limités, soit vendre des produits à faible marge, mais en très grosse quantité. Dans le cas des voitures électriques, et au vu des projections de volume de production partagées par ACC, il est clair que la stratégie de l'entreprise est la vente de produits à faible marge et en grosse quantité. Extrêmement rentable lorsque tout se déroule comme prévu, il faut toutefois comprendre que cette option possède un défaut intrinsèque.
Tout grain de sable tel que des rebuts augmentant durant la production a au fait de faire basculer les marges du côté négatif et donc de faire perdre instantanément aux constructeurs des sommes d'argent astronomiques. Pour pallier ce problème, les constructeurs automobiles américains et japonais en tête ont développé depuis plus d'un siècle une myriade d'outils, de procédures et de normes dont le but est de réduire le plus possible les variations et les gaspillages au sein de leur processus de fabrication. Premier d'entre eux, la définition claire et précise du produit. Après avoir utilisé de nombreux outils tels que des études de marché ou encore des diagrammes de canaux permettant de cibler les besoins du client, ces besoins sont ensuite traduits en différentes fonctions. Exemple, dans le cas d'une batterie à destination d'un véhicule électrique, 2 listes de fonctions peuvent être dressées. Tout d'abord, celle directement liée aux besoins, dite fonction principale. Exemple, fournir l'énergie nécessaire au moteur électrique, ou encore supporter un certain nombre de cycles de recharge. Deuxième liste, les fonctions liées à des contraintes que le système rencontre durant son fonctionnement. Exemple, ne pas surchauffer durant le cycle de charge ou encore ne pas prendre feu lors d'un accident. Pour s'assurer que chacune des fonctions est correctement remplie par le système, sont attachées à chacune de ces fonctions des listes de caractéristiques. Une caractéristique technique est définie par 3 attributs. Tout d'abord le critère. Il peut s'agir par exemple d'une dimension, d'une dureté matière, d'un état de surface, d'une tension en fonctionnement ou encore d'un volume de lubrifiant, cette liste n'étant pas exhaustive. Deuxième attribut, la valeur. Souvent doté d'une unité, il s'agira par exemple de spécifier une longueur de 100 mm, une rugosité RA à 0,6, une tension à 48 volts ou encore un volume de graisse de 100 mm3. Finalement, la tolérance qui définit les limites à l'intérieur desquelles la valeur peut varier, tout en s'assurant que la fonction reste remplie. Durant le processus de développement, toutes les caractéristiques d'un système, d'un composant ou d'une pièce auront donc été listées. Pour assurer au client un bon fonctionnement du produit, chacune de ces caractéristiques est mesurée et suivie durant la fabrication. En fonction de son importance sécuritaire ou légale, une caractéristique pourra être mesurée soit sur chacune des pièces produites, soit de manière statistique par prélèvement régulier de groupes d'échantillons. Exemple, ce plan de surveillance indiquant des mesures de l'épaisseur de disque d'embrayage durant la production devant s'effectuer selon le scénario suivant. 5 pièces mesurées au début de chaque changement d'équipe, 5 pièces mesurées toutes les 2 heures. Une série d'outils statistiques permet ensuite de caractériser le nombre de fois où cette caractéristique est hors tolérance, mais aussi la variabilité des résultats autour du point central que représente la spécification initiale. Cette démarche, connue sous le nom de Statistical Process Control, utilise plusieurs indicateurs, dont l'indice de capabilité nommé CPK. La lecture de cet indice permet instantanément de savoir combien de pièces sont hors spécification sur une caractéristique précise. Ainsi, par exemple, un CPK de 1,33 correspond à un taux de rebut de 63 pièces par million de pièces produites. Penchons-nous maintenant sur la démarche PIPAP. La quasi-totalité des constructeurs et des équipementiers automobiles au monde travaillent selon un ensemble de normes rassemblées sous le référentiel IATF 16949. Ce dernier, basé sur la norme ISO 9001, est défini et mis à jour régulièrement par l'AIAG, groupement constitué de la plupart des grands constructeurs automobiles de la planète. Ce référentiel s'appuie sur 5 outils primordiaux dits Core Tools. Parmi eux, la démarche PIPAP. Intégrée à la PQP, il s'agit du processus obligatoire de validation avant mise en production de chacune des pièces et sous-systèmes d'une automobile. Le PIPAP comporte 18 étapes validées par 18 livrables. Parmi ceux-ci se trouvent les résultats des capacités mesurées sur 300 pièces initialement fabriquées dans les conditions de la production finale.
Avant que la production série d'une pièce puisse commencer, il est requis que le CPK sur chacune des caractéristiques mesurées sur les 300 pièces initialement fabriquées soit supérieur à 1,67. Autrement dit, pour avoir le droit de lancer une production en série, il est obligatoire que statistiquement, moins d'une pièce soit défectueuse sur 1 million de pièces produites. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre l'ampleur du désastre que représente un taux de rebut de 50% à l'usine ACC de Douvrin. Mais pire, ces résultats catastrophiques ne semblent être que la partie émergée de ce fiasco industriel. Car bien que produisant depuis plusieurs mois la partie la plus importante en termes de valeur des futurs véhicules électriques badgés Peugeot, Mercedes-Benz, Alfa Romeo ou DS, excusez du peu, fin septembre, l'usine de Douvrin n'était même pas certifiée ISO 9001 et encore moins IATF 16949. Mais il serait faux de croire que le désastre se cantonne au consortium ACC. Car la concurrence nage dans des eaux encore plus troubles. Exemple, Prologium. Courant 2023, le fabricant taïwanais recevait la somme délirante de 1,5 milliard d'euros d'argent public contre la promesse d'installation d'une gigafactory de production de batteries à destination des véhicules électriques à Dunkerque. Objectif initial, 48 gigawatts de production annuelle en phase de croisière. Les prévisions les plus pessimistes en provenance de l'entreprise elle-même tablent désormais sur une production divisée par 6. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.